On n'entend rien là. Vincent, on t'entend pas. T'as un problème de micro. Vous m'entendez là? Oui. Oui, ça Oui. marche. Oui, là c'est revenu. Vous m'entendez bien là? Ah, Oui. D'accord. Et donc je vais reprendre donc ce séminaire donc a pour titre qui est le second de l'année organisé par le réseau européen en train il s'intitule Précurseur du RER en territoire moins dense, le projet du Périgord Limousin. Donc, le thème donc est celui d'une desserte ferroviaire qui a été améliorée, qui a été renforcée dans un territoire moins dense que les métropoles, dans un contexte où les projets de CERM, donc de RER métropolitain, font l'objet d'objections dans la société civile, dans la population, car selon ces objections, il risquerait de favoriser encore les territoires les métropolitains, les territoires les mieux dotés. Et donc aujourd'hui, nous allons parler donc de Périgueux, qui est communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, donc de 103 000 habitants, 46 000 emplois et une unité urbaine de, selon l'INSEE, 65 000 habitants. Et donc, il s'agit typiquement de ce qu'on appelle une ville moyenne. Et donc, dans cette ville moyenne a été mise en place une desserte renforcée, ferroviaire renforcée, qui a abouti à une forte hausse du trafic sur le territoire considéré. Donc, pour nous en parler, donc deux personnes donc qu'au nom de l'association Réseau Européen en Train, je remercie. Donc Antonin Nimboyer, donc de l'association Tram Train Limousin, est membre du collectif Bon Sens Paysan, donc de Limoges, donc lui-même membre du réseau En Train, et Monsieur Johannes Bouillaguet, directeur de Périmove, donc la structure qui organise les déplacements, qui organise les transports dans la communauté d'agglomération de Périgueux. Donc, le webinaire de ce soir donc, va se structurer donc après l'intervention que je vais tout de suite terminer. Les deux intervenants de ce soir vont intervenir pendant 45 minutes et ensuite s'en suivra une discussion, un échange de également 45 minutes. Donc voilà, je vous remercie toutes et toutes pour votre présence, pour votre intérêt pour ce webinaire et je laisse la parole aux deux intervenants de ce soir. bonsoir. Donc, Johannes Bouillaguet, pour le compte donc du Grand Périgueux. Je pense que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été fait à l'échelle donc du Grand Périgueux. Donc, on est au sud-ouest Périgueux. Pas besoin de reciter forcément. C'est un nom bien connu. Nous sommes sur 43 communes. Et notre priorité, et c'est important de le redire, c'est la mobilité avec une priorité environnementale et du développement territorial. Donc moi, je suis le directeur général de Périmove. Alors juste un petit point de qui fait quoi, parce qu'on a aussi un petit modèle qui est assez atypique et qui peut aussi répondre à un certain nombre de questions et de fluidité dans la réalisation de ces projets. Au sein de donc, le Grand Périgueux, qui est l'autorité organisatrice des mobilités, qui gère toute la compétence des mobilités en allant du transport scolaire, du vélo, du bus urbain, et un exploitant qui est Périmove, un EPIC, qui, depuis 2022 notamment, a récupéré l'intégralité de la compétence mobilité. C'est un petit peu novateur. Il y a quelques structures qui commencent à le faire, mais c'est assez rare. C'est-à-dire que l'exploitant en tant que tel, même si on se définit pas en tant que tel, euh, a l'entièreté de la compétence mobilité. Ce n'est pas que de l'exécution, c'est-à-dire qu'on fait aussi tout le volet ingénierie, conception, accompagnement, notamment, j'en reparlerai tout à l'heure, pour les différentes gares que nous avons pu créer. C'est un lien facilitateur et dans la fluidité qu'il peut y avoir au quotidien dans les échanges. On connaît toute la chaîne dès le départ. Voilà, donc je voulais vraiment revenir sur ce point-là
qui est un des ingrédients, moi j'aime bien parler de recette, un des ingrédients pour arriver à avoir fait une navette ferroviaire, comme nous on peut l'appeler sur notre territoire. Alors, voilà. Comme toute collectivité, nous avons des documents stratégiques, et je n'ai pas forcément m'y attarder. Un plan de déplacement urbain qui était intégré dans un PLUI facteur 5. Mais au-delà de cela, notre stratégie, elle est bien globale sur le report modal. Et j'insiste vraiment sur cet objectif-là qui a été réaffirmé par nos élus fin 2023 avec le projet Grand Périgueux 2040. C'est vraiment de fonctionner en écosystème. Tout à l'heure, je parlais de recettes pour arriver, là c'est plutôt le côté technique, mais de l'autre côté, on a vraiment une volonté politique qui s'est voulue globale, large, en travaillant sur l'ensemble de la chaîne intermodale pour faire comprendre l'articulation de l'arrivée de cette navette ferroviaire. Souvent dans les RER, on parle du RER. Alors, dans les RER, notamment dans les dernières discussions, ça s'est un peu ouvert. Moi, j'étais quand même assez surpris de voir que le débat quand même commençait un peu à graviter sur l'aménagement aux abords, etc. Mais nous, on l'a vraiment conçu dès le départ de la démarche comme la notion de l'intermodalité pour bien intégrer toute la chaîne. Et le lien, l'avantage qu'on a avec Perimove, c'est comme nous gérons toute cette intermodalité, nous en interne, c'est beaucoup plus simple de pouvoir intégrer un projet parmi ce grand écosystème. Donc c'est vraiment important de le dire, il y avait cette démarche politique et ces documents cadres, PDU, et désormais Grand Périgueux 2040, qui est un projet de territoire et qui reprend la mobilité comme un projet phare parce qu'on sait que les changements et les transitions se font aussi dans le long terme. Intermodalité, marque unique, donc bon, Périmove, mais au-delà de Périmove, qui pour moi c'est souvent des noms commerciaux, ce qui est important de retenir, c'est Modalis. Modalis, c'est la marque à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler à d'autres endroits. C'est la marque intermodale qui permet d'associer sous un seul et même produit ou seul et même calculateur d'itinéraire, par exemple, toutes les formes de mobilité. Nous, par exemple, sur notre territoire, on a du transport à la demande, du transport handicapé, du périvélo, du covoiturage, de l'autopartage. Mais néanmoins, nous, on veut prôner une marque, Modalis, pour qu'elle soit bien connue de tous et de toutes. Pourquoi? Parce que le train, qui nous ramène à la réunion de ce soir, le train reste la base de la mobilité du quotidien sur notre territoire. C'est ce que nous, on appelle notre colonne vertébrale des mobilités du quotidien. Donc j'insiste vraiment là-dessus. On a la chance sur notre territoire, avant de parler vraiment de l'axe navette que vous avez en présentation Mussidan-Niversac, on a la chance sur le territoire du Grand Périgueux d'avoir 9 haltes ou gares historiques et qui fonctionnent. À partir de ce maillage-là, Périgueux, Grand Périgueux, est structuré selon deux axes. Périgueux est une étoile ferroviaire. On va revenir à la commune de Périgueux, qui est une étoile ferroviaire et qui comporte essentiellement deux branches. Une branche vers Brive-la-Gaillarde, plutôt à l'est, vers la zone limousine, et une branche qui part en même temps sur ce même axe, qui se redivise sur le secteur Agen. En parallèle, nous avons un grand Y sur la partie nord qui amène vers Limoges pour relier ensuite le pôle et la région parisienne, et l'autre branche qui part vers Bordeaux. Et c'est sur l'axe Mussidan-Niversac qui correspond à la vallée de l'Isle, nous on appelle l'île ISLE, l'Ils, qui est un cours d'eau. La situation géographique, donc on a le cordon ferroviaire qui vient depuis Bordeaux et qui suit tout le long du cours d'eau jusqu'à Périgueux et ensuite jusqu'à Brive sur lequel on a voulu créer un axe. Donc, c'est un projet qui date d'il y a 40 ans, hein. Ça date des années 80. Des cheminots avaient porté ce sujet-là au territoire et ça a fait son bout de chemin, sachant que dans les années 2008, un contrat d'axe, et c'est vraiment un des premiers ingrédients qui est apparu, un contrat d'axe, c'est un contrat qui a été rédigé entre les collectivités du territoire et la région. Collectivité du territoire, pourquoi je dis ça volontairement? Parce qu'il y a le Grand Périgueux, mais le Grand Périgueux, sur la petite frise que vous avez sous les yeux entre Mussidan, Neuvic, Saint-Léon, Saint-Astier, nous ne sommes pas sur le Grand Périgueux. Grand Périgueux commence à Razac, Marsac, Périgueux, Boulazac et Niversac. Donc il a fallu associer deux autres communautés de communes, là c'était bien des communautés de communes qui n'avaient pas la compétence mobilité, pour réaliser ce contrat d'axe. L'avantage de ce contrat d'axe, c'est qu'il a intégré les modalités de mise en œuvre de cette navette ferroviaire, avec notamment des fermetures, malheureusement, de gares, mais aussi des ouvertures. Et sur notre territoire du Grand Périgueux, nous avons créé deux gares.
vraiment, c'est le cas de le dire, pour une agglo de 100 000 habitants. Nous avons créé deux gares, une à Boulazac et une à Marsac. C'est vraiment des haltes ferroviaires qui ont été créées de toutes pièces. Et tout à l'heure, je vous en montrerai quelques visuels. On a créé de véritables pôles d'échange multimodaux, alors de second rang, des hubs de mobilité, comme certains peuvent les appeler. Mais cette navette a vraiment été structurée autour d'un document cadre avec la région, et j'insiste vraiment là-dessus, qui édictait les prises en charge financières des différentes parties. Pour faire simple, région prise en charge à 50% des aménagements, les autres 50% de prise en charge seront supportés par et ont été supportés par les collectivités du territoire. Donc ça a été très clairement posé dès le départ et tous ces travaux d'infrastructure, notamment au niveau des gares, ont été réalisés par SNCF. Néanmoins, une fois que ce cadre-là a été posé, il convenait pour nos territoires de villes moyennes, hein, où la voiture reste prégnante encore à 80, entre 80 et 85% de la part modale, de travailler tous les ingrédients qu'il y avait autour. Et là, c'est tout un travail qui a été mis en place sur les 5-6 dernières années maintenant. C'était de travailler autour du réseau urbain pour le structurer autour de ces haltes, la logique de rabattement. Renforcer l'intermodalité avec un cadencement. Les anciens réseaux de bus qui existaient avant 2018, avant l'arrivée de la navette ferroviaire, étaient structurés autour du centre-ville, mais ne correspondaient pas du tout aux horaires de train. Aujourd'hui, un train arrive, il y a le bus qui est là. Une billettique, parce qu'il faut aussi travailler pour l'usager, donc une billettique interopérable, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un pass unique et dans le lien Modalis. Transition énergétique, on ramène, il y avait un objectif de ramener le bus, donc on va créer un nouveau dépôt de bus qu'on appelle un centre opérationnel des mobilités à proximité de la gare. Le conseil en mobilité, la promotion des mobilités douces, tout un ensemble, parce que les gares, on peut y venir à pied, on peut y venir à vélo, on peut y venir en bus, mais on peut y venir aussi en voiture. Et enfin, le milieu rural, parce qu'une partie de notre territoire, on est 100 000 habitants, tout à l'heure c'était bien dit, on a 65 000 habitants qui sont vraiment sur la zone, on va dire, la plus dense, hein. Et encore, je prends ce mot avec des pincettes qui nous permettent de drainer. Donc il fallait permettre de répondre à l'ensemble des problématiques. Donc nous, on a vraiment vu cette navette comme un écosystème. C'est un projet donc ancien, je dis bien né par des cheminots, mais repris par une volonté politique forte et affirmée et un document cadre, le contrat d'axe. Donc la navette ferroviaire, en termes de manière très concrète, alors nous on appelle ça navette ferroviaire, il y en a d'autres, on peut appeler ça, notre président appelle ça notre RER avant l'ère Macron. Ce que je veux dire, c'est que ça a permis aujourd'hui de, sur un axe Mussidan-Niversa qui concentre globalement des flux quotidiens de navetteurs, domicile-travail, mais aussi étudiants, hein, assez continu, et d'avoir une offre TER toutes les 15 à 20 minutes en heure de pointe, matin et soir. Alors là-dessus, pour être très franc, globalement, notre navette, c'est des trains complémentaires aux trains TER existants. C'est-à-dire qu'il n'est pas logoté navette ferroviaire avec un nouveau visuel divers et variés. En plus, pour la petite histoire, j'ai très bien connu la région parisienne. J'ai travaillé 10 ans en région parisienne, dont anciennement Île-de-France Mobilité. On n'est pas dans ces modèles-là. Nous, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? Notre navette, c'est du renforcement d'horaire TER qui vient faire et qui vient s'intercaler. Notamment, on a des trains plus ou moins directs, et bien à certains horaires, ils viennent s'intercaler à tel et tel horaire, qui correspond à nos besoins du territoire. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec la région, la SNCF et tous les acteurs preneurs du territoire, les associations d'usagers, à trouver quels sont les bons trains aux bons horaires. Pourquoi je le dis? Parce que notre navette, au départ, a été pensée dans un modèle de on ne touche pas à la voie et on ne touche pas à la signalétique, qui peut être tout un enjeu. Et une partie de notre challenge, même si nous sommes en double voie jusqu'à Périgueux, était d'arriver à faire correspondre des trains qui doivent aller sur Brive, qui doivent aller sur Limoges ou sur Bordeaux, et d'essayer de jongler. Donc, on a rajouté un certain nombre de trains à certains horaires, des TER, qui nous permettent d'avoir ce que l'on appelle voilà, un cadencement toutes les 15 à 30 minutes en heure de pointe, qui permet surtout d'arriver à de l'horaire intelligent. Moi, je ne suis pas forcément un grand partisan du cadencement à outrance sur nos villes moyennes, parce qu'on ne peut pas le faire financièrement, il faut en être conscient, et techniquement, ça peut être compliqué. Par contre, avoir de l'horaire plutôt dit intelligent, quand on a restructuré le réseau de bus en 2018, l'objectif, c'est que les gens, ils arrivent avant 8 heures, avant 8h15, avant 8h30. Donc, bien positionner le bon horaire est des fois souvent mieux qu'un bon cadencement. Après, je laisserai place au débat. Mais une fois que les personnes peuvent s'y retrouver, ça permet d'avoir une bonne agilité. Aujourd'hui, la grille horaire que vous avez par exemple sous les yeux est opérationnelle, mais on souhaite aller plus loin avec de travailler sur des moyens mémotechniques
au niveau des horaires. C'est-à-dire qu'on sait que la navette, elle passe toutes les heures pleines, tous les quarts d'heure, tous les 30, tous les 15, tous les 30. Donc c'est un modèle qu'on a pris du modèle suisse et qu'on aimerait à terme travailler. Donc on travaille aussi sur ce modèle-là. Mais aujourd'hui, nos travailleurs matin et soir, dans un périmètre de 20 à 30 km, ils trouvent une réelle plus-value, notamment par rapport au temps de déplacement en voiture. Aujourd'hui, on a des usagers, au lieu de mettre une demi-heure, ils mettent que 7 à 8 minutes en TER pour rentrer sur le territoire. Néanmoins, euh, réhabilitation, création de haltes, c'est souvent nouveau. Et souvent, c'était des haltes qui étaient utilisées par le passé, pour certaines qui étaient existantes, qu'on a carrément remis à jour, mais il fallait y attirer du monde. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé des connexions bus le matin et le soir pour partir des communes périphériques. Par exemple, si on prend sur la diapo de gauche, on a la gare de Razac qui est tout en haut à gauche, donc qui a été une gare qui existait mais qui a été totalement réhabilitée. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment on les a réhabilités, sur quel modèle. Et l'idée, c'est qu'elle ramène les gens des communes limitrophes. Donc, par exemple, quand on a les Minichous, c'est la commune de Coursac, qui est une grosse commune périurbaine, qui ramène vers cette halte ferroviaire. Globalement, commune de Razac, commune de Coursac, c'est environ 5000 habitants qui ramènent sur cette gare. Et sur cette même gare, on ramène des habitants de la Chapelle-Gonaguet, de Mainsignac, d'Annecy et Beaulieu, qui refont encore à peu près 5000 habitants. Donc, avec ces lignes de rabattement, notre objectif a été d'apporter un vivier complémentaire pour faire en sorte que les gens qui peuvent habiter dans un rayon proche, là on est à moins de 7-8 km de la halte, puissent se dire, je peux totalement abandonner ma voiture. C'est un point très important pour nos territoires. Parce que sur ces territoires-là, globalement, vous êtes allé à un quart d'heure, 20 minutes du centre de Périgueux. Sauf que ça, c'est la théorie, c'est du Via Michelin ou du Google. Euh, Quand vous faites le chemin tous les matins, la route, vous vous rendez compte que vous êtes plus près des 30-35 minutes. Donc l'avantage du train sur ces territoires-là, c'est qu'il vous ramène à moins de 10 minutes. Vous rajoutez 5-6 minutes parce que ces lignes de rabattement de bus, elles ne sont pas dans les bouchons. Elles sont vraiment en monde rural. Et donc vous avez quand même un gain de temps. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un gain de temps le plus fort possible pour dire aux gens, ah oui, je peux basculer sur un horaire parce qu'il faut avoir une contrainte. L'autre enjeu, c'était d'accompagner ce modèle en travaillant sur le volet de la tarification. Et nous avons fait tout cela en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé un an ou 2 ans après. La navette ferroviaire a été mise en place en juillet 2022. En juillet 2022, tout l'écosystème était mis en place, aussi bien les bus, les lignes de rabattement, mais aussi la tarification. Alors la tarification, on est parti d'un contre-pied qui peut laisser à discuter, mais qui pour nous était un fondamental. Aujourd'hui, on a un abonnement du réseau de bus. C'était un choix de nos élus. On a eu des débats de la gratuité comme à plein d'endroits, mais un des choix de nos élus a été de dire l'abonnement mensuel, on est à 15 euros par mois pour le grand public, sachant qu'un employeur peut aller au moins jusqu'à 50 voire 75% de remboursé. Donc on est à 15 euros par mois sur le bus usage illimité. Et on allait un cran plus loin. On s'est dit, si vous utilisez le TER, si vous avez un abonnement mensuel, on vous fait 50% de réduction sur le bus. Et si vous avez un abonnement annuel, on va à 75% de réduction sur le bus. En gros, moins de 2 euros par mois, sachant que si l'employeur rembourse, c'est presque gratuit. Pourquoi nous avons fait ça? Donc, on a eu, comme pour tout le monde, les discussions avec la région. On s'est très bien entendu. Mais par contre, très, très compliqué pour avoir le sujet des reversements, si sur le train, et puis souvent l'effort est demandé au réseau de bus. Nous, on a fait un choix, ça a été délibéré, ça a été fait en moins de 3 mois, ce que je vous présente. C'est nous, la collectivité, qui avons fait vraiment l'effort. C'est-à-dire qu'on ne demande rien à la région, on ne demande rien à la SNCF. De toute façon, pour avoir un gros gap, on n'aurait pas eu un gap aussi fort en termes de réduction sur les abonnements. Et on s'était dit, nous, aujourd'hui, on n'a pas déjà ces usagers. Ces usagers, nous ne les avons pas. Même si nous avons un réseau de bus urbain aujourd'hui qui est quand même assez chargé en heure de pointe, on a encore un peu de place. Donc on s'est dit, eh ben, on fait l'effort financier, mais dans tous les cas, cet effort, au final, il se transforme en bonus. Parce que l'usager que nous n'avions pas, nous le captons demain. Et ça, aujourd'hui, c'est un réel succès. Idem sur les transports scolaires. Sur les transports scolaires, on a aujourd'hui les zonages SNCF. Et bien nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Un abonnement scolaire, peu importe le zonage qu'il peut avoir, il est plafonné à 93 euros par an du moment qu'il habite sur le Grand Périgueux. Et nous, la collectivité, on compense le 93 euros jusqu'au barème SNCF qui correspond au zonage pour avoir ce système d'équité et ce transfert d'un modèle à l'autre. C'est important de faire ce sujet sur les tarifs parce qu'aujourd'hui, nous faisons les plans de mobilité. Nous avons fait 45 plans de mobilité, nous-mêmes, Périmove.
On les fait gratuitement auprès des structures de notre territoire. Sur le Grand Périgueux, il y a 45 000 emplois à peu près, entre 40 et 45 000 emplois. Nous accompagnons 15 000 salariés aujourd'hui dans les plans de mobilité. Et je vous assure que cet axe-là de la réduction sur le lien, sur la chaîne de mobilité, OK, le TER aujourd'hui, c'est un travail qui nous reste à mener. On voudrait aller un peu plus loin. Mais là-dessus, on se base beaucoup sur Modalis, je vous en parlais tout à l'heure. On préfère que le travail soit mené à l'échelle plutôt de la région pour voir les règles de répartition, les clés de répartition, et nous plutôt se concentrer sur un autre sujet qui est les occasionnels. On parle beaucoup des domiciles de travail, on parle beaucoup des étudiants. Moi, je vais aller un cran plus loin. L'occasionnel aujourd'hui, c'est presque 50% des usagers des TER. Rendez-vous médical, rendez-vous administratif, prenez le train n'importe quand dans la journée, vous avez de l'occasionnel. Donc nous, on a une offre. Tout à l'heure, je vous parlais aussi bien le matin, le soir, ça, c'est, on va dire, c'est notre cible, qui nous permet de désengorger, entre guillemets, les bouchons aux approches de Périgueux, ce qui sont constatés, qui sont avérés. Euh, Tout était relatif par rapport aux grandes villes. Mais néanmoins, c'est pas acceptable d'avoir des fois des 45 minutes pour sortir d'une ville de taille moyenne qui fait même pas 30 000 habitants. Par contre, notre enjeu, c'est sur l'occasionnel. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler le sujet de la tarification parce que là, nous ne sommes pas du tout attractifs. Et des gens qui aujourd'hui, des familles, aujourd'hui, on a un territoire, nous, qui a la chance d'être assez riche, entre guillemets, en termes d'équipements culturels, sportifs, piscines, tout un tas de patrimonial. Bon, la Dordogne n'a pas sa réputation à faire. On a une carte à jouer sur l'occasionnel. Et aujourd'hui, l'occasionnel est très très cher. Pour parcourir notre agglomération par personne, vous êtes vite à 4 ou 5 euros l'aller-retour. Alors ça peut paraître anodin, mais sur une famille, vous faites une sortie aujourd'hui, notamment avec les pouvoirs d'achat, vous faites une après-midi, si ça vous coûte 30 euros pour faire à 4, deux adultes, deux enfants, un trajet, même si aujourd'hui il y a des abonnements SNCF divers et variés, ça marche pas. Les personnes pour faire 10, 12 kilomètres garderont leur voiture. Donc on a un travail à faire pour aller chercher vraiment cette part de sujets d'occasionnel. Néanmoins, cette navette, sur l'image, là, vous avez vraiment le barreau navette qui transite sur la partie dans le carré jaune. On a pour ambition, néanmoins, tout à l'heure je parlais d'étoiles, étoiles ferroviaires, de travailler sur la branche nord. Branche nord, qui nous après nous amène sur Limoges, mais qui permet aussi de rabattre un certain nombre de flux sur les secteurs de Château-l'Évêque, Agonac, Ligueux. C'est les trains qui viennent de Limoges, qui est en gros jusqu'à Ligueux, c'est notre périurbain, hein. On est à un gros quart d'heure, 20 minutes de Périgueux. Donc aujourd'hui, on a déjà fait un travail très fort de faire en sorte que ces trains qui viennent de la branche nord soient en correspondance avec la navette ferroviaire. Et à terme, c'est de faire en sorte qu'on puisse coupler des trains qui viennent de Brive, Périgueux, Bordeaux, pour avoir des trains beaucoup plus rapides. Pourquoi je dis ça? Tout à l'heure, je vous parlais qu'on n'avait pas touché à l'infra. Aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est des millions d'euros. On n'est pas forcément dans les priorités, même si on a été inscrit dans le cadre du CPER, on est juste derrière le RER bordelais, Périgueux aujourd'hui. On a eu la chance d'une modernisation, de travailler sur des études pour la modernisation de la signalétique. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a une grosse problématique entre les trains courts et les trains longs, les omnibus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un territoire périgueux, globalement, on est à 1 heure 10 de Bordeaux. On a une vraie carte à jouer pour les développements de nos territoires, mais en comparaison, tout notre périurbain ne doit pas en pâtir parce qu'on a un vieux système de signalétique. Et du coup, il faut choisir entre les trains, lesquels seront les rapides, lesquels seront les courts. Donc aujourd'hui, on a ce travail à mener. Notre offre, elle est posée, mais on doit continuer à jongler. Et voilà, le travail qu'on est en train d'entamer avec la région, et on aimerait à terme que ça débouche sur un nouveau, peut-être, contrat d'axe, c'est pour travailler sur l'infra parce qu'on est au rendez-vous, on a de l'utilisateur. Pour vous montrer un petit peu les pôles d'échange qui ont été créés, et de manière très concrète, aujourd'hui, dire à des personnes de prendre le train dans un territoire rural ou de ville moyenne, il faut qu'ils soient convaincus. Par contre, si vous commencez à ramener la gare comme un lieu de vie, comme ce que ça a été fait suite à la révolution industrielle et à la fin des années du 19e, on se rend compte qu'aujourd'hui, remettre les gares au goût du jour, créer des vrais pôles d'échange multimodaux. Aujourd'hui, la gare de Périgueux, on est passé d'une gare simple face à une gare biface. Vous en avez un peu les plans sur l'image. Nouvelle passerelle, accessibilité au quai renforcée. Les bus, ramener les vélos au plus près du bâtiment voyageur. En second plan, on a les voitures vraiment ramenées sur la voirie. On reconstitue, on ramène de l'emploi. Alors là, on le voit un petit peu sur l'image du milieu, mais il y a un bâtiment blanc qui est construit. On a réhabilité une friche de 5 hectares
à proximité de la gare. En bas, vous avez la réhabilitation d'une halte, la halte ferroviaire de Marsac. La halte ferroviaire de Marsac, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a créé une gare qui est biface. Tout à l'heure, Antonin vous présentera un petit peu dans l'exemple qu'ils sont en train d'étudier. C'est un peu le même principe euh, qui va arriver sur d'autres territoires. Mais nous, le gros avantage, c'est que toutes nos haltes, toutes nos gares sont faites sur le même principe. Les bus, les parkings de covoiturage, de vélos au plus proche du bâtiment voyageur ou au plus proche de l'accès au quai, parce que c'est souvent des accès au quai, on n'a que la gare de Périgueux qui a un bâtiment voyageur. Et le reste, construction de passerelles pour passer d'un côté et de l'autre. Toutes nos gares sont construites sur le même principe, sur la même architecture, sur le même fonctionnement organisationnel. On a beaucoup travaillé avec la SNCF sur la signalétique EMA, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a la même signalétique, la même codification sur toutes nos haltes. Il faut répéter. Le message, c'est de répéter. Et on a des aménagements, des parvis très soignés. Chaque aménagement de halte, c'est environ 7 à 8 millions d'euros, avec passerelle incluse et les abords. Ça a été un choix politique fort, hein. Pour vous donner quelques chiffres, pour réhabiliter, pour créer la navette ferroviaire et réhabiliter les quatre haltes, c'est un budget de 30 millions d'euros qui a été mis par la collectivité, mais qui était essentiel pour recréer des lieux et de l'aménagement du territoire. J'insiste vraiment là-dessus. On l'a vraiment conçu dans le cadre, notamment, tout à l'heure, je faisais état de notre PLUI. Dans le cadre de ce PLUI, nous avons intégré tout un tas de zonages autour. Alors, c'est des zones en devenir, mais l'idée, c'est ramener à l'emploi au plus proche des gares. Souvent, nos gares, elles sont décentrées, même dans nos bourgs. La halte de Marsac, elle est un petit peu décentrée du bourg. Ben, l'idée, c'était de la ramener à la croisement des flux pour commencer à redonner cet aspect visible. Vraiment, l'enjeu, c'était de redonner de la visibilité des gares, recréer un cœur, recréer des tiers-lieux, recréer des espaces de coworking. Donc, on est vraiment sur cet aménagement-là qu'on a voulu très qualitatif et pour vraiment donner un visuel et de se dire n'importe où je me trouve sur l'agglo, ah oui, ça c'est une gare. Donc, et dans la gare, je trouve ce qu'on appelle le hub de mobilité. Ce hub de mobilité, j'insiste là-dessus, est vraiment important parce qu'il a les mêmes fonctionnalités, les services à son échelle, mais on retrouve bien la hiérarchie vélo divers et variés. Voici d'autres exemples. En haut à gauche, vous avez la passerelle de la gare de Périgueux qui avant était une passerelle pas du tout accessible qui donnait sur un quartier, mais qui était vraiment une friche aujourd'hui. Déjà, on a rapproché, c'est la photo que vous avez le plus en bas à droite, la passerelle est vraiment au plus proche des quais. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite faire ce lien d'un secteur à un autre de la ville. À droite de l'image en dessous, vous avez tout un quartier d'affaires, je le dis, c'est 1600 emplois qui sont aujourd'hui en train de se développer, dont déjà plus d'une moitié qui sont déjà en place. Donc, voilà, vraiment, on a recréé quelque chose dans le goût du temps, 3 mètres de large, accessible, accessibilité au quai, accessibilité au PMR. Tout de suite, je sors du train, on a toute l'information voyageur dynamique. Aujourd'hui, que ce soit dans les bâtiments dans lesquels on fait des plans de mobilité ou dans les bâtiments proches, on a les horaires de train en temps réel. On voit le quai, on va dans le bâtiment d'accueil. Là, on est en train de travailler sur les intranets de nos structures. Mais aujourd'hui, vous allez dans le bâtiment d'accueil, par exemple, dans lequel je suis actuellement, vous avez un écran dans lequel vous voyez train direction Bordeaux, direction navette ferroviaire, quai temps ou temps, ou temps de retard. Et sur un écran à côté, vous avez des horaires de bus et des correspondances. Vraiment, l'objectif, c'était de faciliter la vie de nos utilisateurs. Il faut que dans nos territoires, moi, c'est vraiment un des ingrédients, et je parle beaucoup d'ingrédients, il faut que l'usager se pose le minimum de questions. Aujourd'hui, vous venez dans nos territoires ruraux, vous êtes dans les territoires ruraux, concrètement, il faut qu'il y ait une simplicité. S'il n'y a pas de simplicité, ça sera la voiture. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de travailler sur ce vecteur-là. Ça peut paraître facile, mais c'est très, 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 très compliqué, toute la chaîne routière. Voilà, par exemple, le parvis, toute la partie gauche avant, c'était 100%, déjà, c'était pas très, très beau architecturalement, mais au-delà de ça, c'était pas du tout fonctionnel parce que c'était voiture, voiture, voiture. Parvis de la gare de Périgueux aujourd'hui, zéro voiture, 100 places de supprimées. Elles ont été remises sur le côté, mais on redonne l'espace piéton, on remontre que c'est possible. En fait, on met la mobilité, parce qu'on est tous des puristes et des convaincus, mais tout ce que l'on entend dire sur l'intermodalité, nous, on a essayé de le traduire de manière concrète et que ça se voie. Le bus, il est devant la gare. Il a une voie bus qui est prioritaire. Les taxis sont à côté, les vélos sont à côté, les espaces piétons sont redonnés. On redonne vie à ces gares-là. Parce que la gare, il faut être clair, si on ne prend pas le train, on n'y va pas. Et dans nos territoires, on y va peu. Par contre, si on y crée de l'offre servicielle, et c'est un des ingrédients que je donne aussi, si on y crée des offres servicielles, là, on a
On a des espaces de restauration, on a notre agence de location de vélos moyenne et longue durée qui sont à ces endroits-là pour faire en sorte de ramener les gens. Peut-être qu'ils ne viendront pas à la gare pour prendre le train, mais à force de venir, eh bien, un jour, ils vont peut-être se dire, eh, mais il y a des trains, il y a des bus, ou moi, ma voiture est en panne, eh bien, j'ai vu que je pouvais. Donc, vous voyez, on mise aussi sur ce futur. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais qu'il fallait aussi voir les choses dans le long terme pour se dire que la gare doit revenir un lieu central. À l'époque, elles ont marché. Pourquoi? Parce qu'elles étaient des lieux centraux. Les centres-villes, après, tout a été métamorphosé, mais si nous, on a vraiment redonné cette place au centre. Pareil, un réseau de bus, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais qui a été repensé vraiment. On a la gare où il y a le niveau maréchal Juin sur la cartographie en haut à gauche. Ça, c'est notre cœur. C'est une de nos branches du réseau de bus. Et vous voyez, le cœur du réseau, c'est où il y a tout le paquet des lignes. Globalement, on n'est pas très loin, on est à moins d'1 kilomètre, mais on a fait en sorte qu'on a un axe bus à haut niveau de service qui permet de transiter sur l'ensemble des espaces pour faire en sorte que la gare soit toujours connectée au centre-ville. C'est toujours l'objectif, être connecté à. Enfin, une autre thématique qui est très importante, le périvélo. J'en parle, ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui sur Périgueux, je peux l'affirmer, nous avons 1000 vélos en location, moyenne et longue durée. Pour une ville de 30 000 habitants, je sais qu'on est regardé par plusieurs, euh, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on apporte toute cette offre servicielle, on a des gens qui arrivent, et beaucoup en navette ferroviaire, on a un objectif à terme de la navette ferroviaire de 8000 voyages jour. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié. Alors, on n'a pas tous les chiffres parce que c'est assez compliqué. Mais moi, comme je dis, mon objectif, c'est de voir que les bus, les vélos, les rames de TER, elles arrivent pleines. Après, les comptages, ça reste ce que ça reste. Nos parkings de halte ferroviaire sont remplis au quotidien. Les collègues en parlent, les plans de mobilité en parlent. Donc, mais le vélo, c'est vraiment un des chaînons qui est important parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, avoir des vélos dans les TER, c'est très compliqué pour diverses raisons et je ne vais pas m'y attarder forcément. Mais par contre, faire en sorte qu'à l'arrivée, on puisse avoir un vélo, ça, c'est un plus. Donc, on a à la fois du vélo relié au service, mais on a aussi de la longue durée avec des box. Là, par exemple, vous voyez l'image en bas à droite. Sur nos haltes ferroviaires, ça peut paraître assez simple, mais on a de l'abri vélo classique et de l'abri vélo sécurisé. Alors, c'est un investissement, mais qui permet à une personne de laisser en toute tranquillité son vélo, parce que des fois, ça peut arriver, et notamment, on a nous aussi, on a des vélos cargo, et le matin, eh bien, des familles peuvent déposer les enfants à l'école et ensuite sécuriser leur vélo pour ensuite prendre le train et finir les quelques derniers kilomètres. Voilà. Donc, on a vraiment voulu être dans cet ensemble du chaînon de l'intermodalité, donc avec une navette ferroviaire qui aujourd'hui est en place depuis 2022 et nous en sommes fiers. Mais par contre, on l'a accompagné sous l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous résumer de manière assez condensée. On pourra y revenir tout à l'heure dans le temps des échanges. Mais voilà, vraiment, un maître mot à faire passer, il y a deux choses à avoir. Une volonté politique forte. Nous, elle y était. Et les temps de décision ont été rapides, très rapides. On a fait le pôle d'échange multimodal de Périgueux en moins de 6 ans entre le moment où il y a eu l'idée qui a germé et le moment où les derniers travaux, on a coupé le ruban, avec une création d'une passerelle, fermeture de voie SNCF et tout, quand même un gros sujet, passerelle de 100 mètres de long, réfection du parvis, biface. Et deuxième sujet qui est très important, il faut travailler l'écosystème dans l'intégralité. C'est-à-dire que si dans les villes moyennes, on ne fait pas en sorte de se rendre attrayant, rajouter du train, pour moi, c'est peut-être dur, mais n'a pas forcément de sens. Il faut porter le sens aux gens et leur montrer que depuis chez eux, depuis chez vous dans le périurbain, on peut venir prendre le train et on vous donne tous les ingrédients. Ils le font dans les grandes villes, ben là, on vous apporte les ingrédients et la force publique, nous en l'occurrence, on l'a créé via Périmove, a apporté cet élan-là. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager en termes de retour d'expérience sur le territoire. Et aujourd'hui, voilà, nous attaquons la troisième année d'exploitation de notre RER à notre échelle périgourdin, comme on peut l'appeler, mais on a plein d'objectifs pour à terme l'étendre, et ça fera le lien avec Antonin, sur un secteur beaucoup plus large vers Brive et vers Limoges. Voilà. Merci Johannes. Du coup, je propose de prendre la suite, comme ça on finit la présentation et on aura plus de temps pour les échanges d'un coup. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour laisser un max de place aux discussions, parce que c'est toujours ça qui est intéressant.
Ici, je représente du coup le collectif BSP qui porte à l'origine le projet de Tram-Train Limousin. Donc, on est une association qui est née il y a 10 ans. On a un peu vocation à être bureau d'études local et citoyen en appui des collectivités et des acteurs territoriaux. L'idée, c'est que la démarche est complètement indépendante et bénévole et on va travailler sur deux éléments, la politique globale de transport liée aux questions d'aménagement du territoire. Donc, on va croiser systématiquement les problématiques de mobilité avec les problématiques d'aménagement et d'urbanisme. Donc, c'est ça aussi notre petite particularité. Et donc aujourd'hui, le collectif fédère un peu plus de 220 adhérents dont la plupart des collectivités territoriales du bassin de la Haute-Vienne, un certain nombre d'acteurs économiques, des associations d'usagers, des syndicats, des assos tout autres qui vivent sur le territoire et qui sont confrontés aussi aux problématiques de transport, et puis un certain nombre d'habitants. Notre terrain de jeu historique, c'est l'étoile de Limoges. En gros, pour vous situer, on essaye, nous, de considérer, donc c'est un gros travail qui a été fait notamment avec la fac de Géo et un certain nombre de chercheurs en local, sur qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui serait le bassin de vie ou le bassin d'usage légitime pour parler de mobilité, justement en dehors des métropoles et en dehors des définitions des bassins INSEE classiques. Et donc, ce qui nous amène à considérer en fait un territoire autour de Limoges d'une soixantaine de kilomètres, ce territoire sur lequel quand on le considère, en fait, on a 435 000 personnes qui vivent là. Ce qui est assez intéressant parce que ça nous amène tout de suite à une échelle de petite métropole ou de grande aglo et qui nous amène aussi toute la légitimité pour essayer de penser une offre et un projet de transport global un peu ambitieux, puisque derrière, on a vraiment un besoin de mobilité pour un certain nombre de gens. Ce qu'on constate, c'est que sur ce tissu-là, dans ce rayon, on a une moyenne de 40 minutes de déplacement par jour, donc avec des trajets très courts qui peuvent être du ville-ville sur l'agglo-centre, ou des déplacements plus longs, autant de campagne à campagne ou en transversale, etc. La chance qu'on a sur notre territoire, et ça c'est une spécificité, c'est qu'on a une des étoiles ferroviaires les plus denses de France au kilomètre carré, avec encore une étoile à 8 branches, avec plus de 400 kilomètres de voies ferrées et une cinquantaine de gares qui existent sur le territoire. Donc ça c'est un vrai atout et ça nous pose en fait une grande partie de la population à proximité immédiate du réseau ferroviaire. Alors, hop, attendez. Voilà. Ce qu'on constate également, c'est que sur l'exploitation actuelle du TER, on a un petit souci parce que nos trains vont faire à la fois, on va leur demander à la fois d'aller très vite d'un bout à l'autre de la région et de desservir toutes les gares. Ce qui fait que toutes les modulations horaires qu'on va faire, on va soit perdre énormément de temps pour faire de l'express, soit mettre en porte-à-faux des dessertes fines des gares du territoire qui existent. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord de parler d'exploitation et d'essayer de dissocier ce qui va être de l'offre express d'un bout à l'autre de la région ou alors entre les principales villes. Donc là, pour avoir des trajets directs pardon, et rapides. Et ce qu'on va appeler la navette territoriale, comme a pu l'illustrer Johannes, qui, elle, va faire des liaisons plutôt transversales par bassin de vie, diamétralisées, et qui vont s'arrêter plus finement dans la plupart des gares et des haltes. Donc sur ce système-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est au-delà de la seule étoile de l'image, c'est de regarder en matière d'infrastructure et en matière de territoire, ce qui peut être organisé donc l'ex-région Limousin et un peu au-delà. Ce qui est très intéressant, c'est quand on considère le territoire du Périgord limousin, on a un bassin de vie d'1 200 000 personnes. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Et dans un secteur géographique, même s'il est à dominante rurale, est plutôt assez proche. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur ce triangle-là, on a des intérêts à l'échelle nationale, puisque on a la ligne historique du Paris-Toulouse et on a les deux lignes historiques du Bordeaux-Lyon, par Montluçon et par Clermont, qui se croisent en fait sur ce territoire-là. Donc, qui amènent aussi des sujets d'infrastructure, notamment pour le fret, pour les trains de nuit, à l'échelle nationale.
Sur ce sujet-là, Johannes en a un peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on va poser une contrainte, justement pour parler de dissociation de services. On va poser une première contrainte qui sont comment est-ce que d'un bout à l'autre du territoire, on va placer nos liaisons enfin, vers Bordeaux et de Bordeaux vers le reste du territoire, donc typiquement jusqu'à Guéret ou Ussel. Ce qui va nous donner une première contrainte pour les express, sachant que ces express, là, vont desservir les arrêts principaux pour essayer de gagner en efficacité sur le long du trajet. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est d'arriver à mutualiser en coupe-accroche nos trains qui viennent de Guéret et de Ussel, pardon, en gare de Périgueux, pour se détacher en fait de toutes les problématiques de circulation qui émanent de l'étoile de Bordeaux et donc pouvoir gérer en local derrière l'ensemble de nos circulations territoriales par bassin de vie. Et dans les sillons restants, évidemment, caler d'autres TER Express de ville à ville sur ce triangle-là et un peu au-delà. Donc ça nous donne grosso modo un schéma de 3 étoiles avec des bassins de navettes et de dessertes locales qui viennent à touche-touche les uns des autres et donc en correspondance dans les gares du territoire avec un vrai potentiel de 1000 km de voies ferrées, 10 lignes transversales sur les trois territoires de Limoges, Brive et Périgueux, et plus de 150 haltes sur l'ensemble, dont une grosse partie de gares qui existent déjà et sont toujours en service. Si on revient du coup sur l'étoile de Limoges, donc ce qui est le plus gros de notre travail, puisqu'à l'échelle du RER Périgord-Limousin, on s'appuie aussi avec les agglos voisines et sur nos associations sœurs ou homologues, Périgord Rail Plus et Rail Aquitaine Est sur les deux bassins du sud-ouest. Si on revient, nous, sur l'étoile, l'idée, c'est, comme Johannes l'a déjà expliqué, c'est de mettre le ferroviaire comme armature principale du projet de transport. Donc, on va se servir de l'étoile comme squelette de l'ensemble de l'offre de transport, coordonner les modes complémentaires, que ce soit dans le tissu rural avec notamment les cars régionaux ou dans les agglos avec les services de transport urbain, essayer de les mettre en relation directe avec avec l'étoile ferroviaire. Et en complément, on va travailler sur tous les modes complémentaires, notamment les modes actifs, les schémas vélo, etc. Une fois qu'on a fait ça, ça nous donne une base de mobilité pour ensuite parler de projet territorial. L'idée, alors je vous épargne le détail de tous les schémas, mais c'est qu'en mettant le paquet sur le ferroviaire et en refondant cette offre de transport au global, on arrive à couvrir 96% de la population en transport en commun, ce qui est loin d'être le cas en termes de potentiel de beaucoup de territoires. Euh, En complément de ça, au-delà des seules gares existantes, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que sur le bassin de Limoges, mais dans une dimension similaire autour de Brive et de Périgueux, on a les voies ferrées qui traversent de part en part l'ensemble des quartiers urbains. Ce qui nous donne sur l'agglo de Limoges une capacité de 23 sites identifiés pour désenclaver certains quartiers, pour donner accès aux établissements scolaires, pour porter du coup le train comme mode d'accès principal sur tout le territoire et à partir de tout le territoire. Et donc sur ce principe-là, les pronostics qu'on peut poser sont de l'ordre d'une heure, en fait, en départ de toutes les lignes du territoire, qui fait que du fait de la convergence de toutes les voies dans les agglomérations, on obtient des battements de l'ordre de la demi-heure sur l'agglomération. Si on pousse le vice à se dire qu'on vise des cadencements aux extrémités des lignes, on obtient même des battements sur les haltes du centre-ville de 5 à 12 minutes. Donc c'est des temps qui sont énormes et qui permettent du coup par le système du train existant d'avoir à la fois une desserte rurale et une desserte urbaine renforcée.
Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'au-delà du train, on va chercher à mettre en commun l'ensemble de l'offre. Et donc là, il y a un gros travail actuellement qui est fait avec les services de Limoges Métropole pour la partie urbaine sur la mise en cohérence du projet de bus à haut niveau de service, de la refonte du réseau STCL, donc qui est le transport en commun de l'agglo de Limoges, et avec les associations d'usagers du vélo sur le SDIAC et le REVEL, donc le réseau express vélo, pour superposer en fait tous ces systèmes-là et les mettre en parfaite cohérence. Et donc ce travail-là est fait également à l'extérieur avec les communautés de communes et les fédérations de communautés de communes sur des schémas vélo, sur une cohérence en fait de l'offre de transport à partir des gares et des haltes. Au-delà du seul système de mobilité, comme je le disais, l'idée, ça va être de travailler aussi point par point, euh, en se disant que les haltes nouvelles vont être prétexte à transformation urbaine et permettre de faire évoluer du coup l'offre de transport, et également les quartiers alentours, l'espace public, et le cadre de vie sur ces lieux-là. Donc là, c'est un bon exemple du coup pour illustrer le travail qui est fait côté Périgueux, mais qui nous donne des exemples concrets à notre échelle sur ce que peuvent donner des créations de haltes avec enfin, des vrais résultats concrets sur la mise en œuvre dans nos territoires. Donc pour la suite, ce qui est intéressant, c'est de travailler donc à la mise en œuvre progressive de ce RER Périgord-Limousin, dans l'idée qu'on sait très bien qu'on ne fera pas tout de suite, immédiatement, que ça demande des temps longs, que ce soit en études, que ce soit en gouvernance et en portage, et surtout avec des problématiques de financement de l'infrastructure qui sont, somme toute, importantes. Mais l'idée, c'est de se dire que on a déjà un premier sujet sur la mise en service progressive et expérimentale déjà dans les prochaines refontes du cahier, enfin des conventions TER, qui nous permettent de faire évoluer le service sans forcément des gros sujets sur l'infrastructure et l'exploitation, ou du moins sans intervenir sur la voirie en elle-même. L'autre élément, ça va être de poursuivre ce travail de coordination entre les différents acteurs sur le territoire, puisque du coup, vous voyez bien, les échelles s'imbriquent et ce qui permet d'arriver à des résultats très concrets, c'est justement le fait de mettre tout le monde autour de la table et de porter un seul et même projet commun qui soit cohérent sur la partie mobilité et sur la partie aménagement du territoire. Donc je vais en rester là parce que l'idée c'est quand même de pouvoir échanger avec tout le monde, pardon. Et donc j'attends et nous attendons vos questions pour y répondre avec plaisir. Très bien. Euh, bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. OK. Bien, bah, donc Vincent Noumeiro, donc je reprends la parole pour animer le débat pour une quarantaine de minutes. Alors, merci infiniment pour ces explications. Alors, une petite réflexion perso, hein, je suis originaire du Sud-Ouest et c'est vrai que dans mon réseau, enfin ma famille, etc., qui vit en milieu, disons, rural ou semi-rural, le train est très très peu utilisé. Et là, quand j'entends 4000 voyageurs par jour pour la navette de Périgueux, hein, c'est bien ce que j'ai entendu. Je vais Mhm. démarrer ma vidéo. Voilà, pardon. Ça fait, si je ne m'abuse, plus d'un million de voyageurs par an, donc ramené au nombre d'habitants, plus d'une quinzaine, entre 10 et 15 par habitant, ce qui est par an et par habitant, ce qui est plutôt excellent. Alors, donc, est-ce qu'il y a des... J'aurais peut-être deux ou trois questions à poser après, mais je vais peut-être laisser la parole. Quelqu'un veut intervenir, réagir sur l'intervention de nos deux intervenants de ce soir. Monsieur Ringuet, je vois. Monsieur Ringuet a levé la parole, a levé le doigt, pardon.
Voilà, j'ai ouvert mon micro, je, j'ouvre ma caméra. Je m'excuse, là j'ai eu un petit problème d'inscription, donc j'ai pas pu avoir le début de la réunion. En tout cas, je suis plutôt spécialiste du fret et j'ai des problématiques de voyageurs qui pointent à l'horizon. Je trouve vraiment très séduisante l'exemple de Périgueux, hein. Et je proposerais bien à Monsieur Bouillaguet éventuellement de prendre contact avec lui pour organiser carrément la visite des collectivités, voir sur place ce que vous avez fait. Je Oui, précise, je ne me suis pas présenté. Je suis alternatrice, si vous connaissez, et donc c'est un laboratoire d'idées qui travaille dans le même esprit que vous, c'est-à-dire bénévolement pour la promotion du ferroviaire en général. J'arrête ma pub. Je suis localisé en Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas le terrain le plus favorable au ferroviaire, j'en dis pas plus. Hein. J'envie l'Occitanie, j'envie la Nouvelle-Aquitaine, j'envie, enfin, bref, on s'est compris. Je voulais déjà savoir tout d'abord comment ça s'était passé au niveau. J'ai une question d'ordre politique, entre guillemets, par rapport à Périgueux. Quel a été votre degré d'autonomie par rapport à la région? Est-ce que vous avez travaillé en main dans la main et non pas dualité qui pourrait arriver? Ça peut arriver dans certaines zones. Je ne ferai pas référence à la Bourgogne, mais c'est prévisible. Ici, on fait des voies vertes. Euh, et on ferme les lignes. Donc concrètement, ça c'était la première question. Donc quel a été le niveau de relations politiques et d'accueil au niveau de la région? Voilà. Deuxièmement, alors d'un aspect tout à fait réglementaire, j'ai vu une navette territoriale. Donc au niveau de la SNCF, réglementairement, comment c'est reconnu au niveau des circulations et comment ça se passe au niveau des sillons notamment. Et la dernière question, pour ne pas monopoliser le débat, c'est comment ça se passe? Est-ce que vous avez une fréquence fiable au niveau des TER? Et comment ça se passe si vous avez des cadencements qui sont décalés et qui sont retardés, puisque c'est souvent le cas sur l'axe Dijon-Besançon notamment. Et concrètement, comment ça se passe dans ces cas-là? Voilà. alors, je vais commencer par la dernière question. Aujourd'hui, on pâtit un petit peu de la combinaison entre train court, navette, entre guillemets, et les trains longs qui vont de grande ville à grande ville. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, et notamment, alors là, on peut dire qu'on est un peu privilégié, on a un peu moins eu de grève récemment, même si moi, le droit social, c'est un vrai sujet, et j'en fais mon défenseur, mais néanmoins, la navette a pu pallier à certains moments. On était un peu le joker de. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se battre, entre guillemets, là c'est vraiment le cas de le dire avec la région, pour faire valoir que la navette, un train navette, a autant de valeur qu'un train qui va vers Limoges ou qui va vers Brie. Après, aujourd'hui, quand tout va bien, et c'est le cas là depuis presque maintenant 8 mois, on a quand même une bonne régularité et ça marche bien. La SNCF a quand même compris que euh, lorsque il y a l'offre, les gens sont présents. Et les chiffres que j'évoquais tout à l'heure font en sorte qu'ils ont intérêt à maintenir ce niveau des dessertes. Il y a un peu moins d'un an, on a eu un gros pic, on a eu des problèmes, on a eu des grèves, on a eu tout un tas de choses, des problèmes d'incidents sur la voie ou autre. On avait des trains en retard 4 jours sur 5. Là, ils ont commencé à avoir les premiers désabonnés, les mensuels qui n'y croyaient pas trop et qui auraient pu à terme basculer. Eux, ça les a refroidis. Donc, l'intérêt aujourd'hui, on continue à travailler avec eux, et ça va me faire la transition avec les relations avec la région. On travaille pour faire en sorte on a des trains forts. Dans notre navette, ils ne sont pas tous utilisés à 100% toute la journée, tout le temps. Mais on a quelques trains forts matin et soir sur lesquels il faut qu'on ait une offre irréprochable. L'autre avantage qu'on a, c'est que comme on fait des plans de mobilité, on propose en même temps aux gens d'avoir un plan B. On reste quand même dans du périurbain, on est à moins de 15 km, d'avoir une seconde cartouche avec du covoiturage le jour où vraiment ça ne marche pas. Ça ne fait pas tout, mais pour pas que la personne se sente sans rien. Les relations avec la région, à la fois technique et politique, parce que pour moi, il y a les deux. Euh, Elles ont plutôt été bonnes, voire même très bonnes, mais au début, beaucoup de défiance.
C'est-à-dire que, et là on se parle concrètement, c'était, bon, c'est un beau projet, mais il va coûter cher. Et je dis que la volonté politique, tout à l'heure je parlais d'ingrédients, nous l'ingrédient a été vraiment la volonté politique. Il a fallu acheter des bâtiments à la SNCF pour faire les gares. Décision, 10 minutes, elle a été prise. Ce que je veux dire, c'est que t'es cap ou t'es pas cap. Et il a fallu qu'on montre qui nous étions pour nous faire entendre. Et aujourd'hui, on n'a plus ce dilemme de ah oui, mais il faut faire une grande étude, ah oui, mais ça va coûter, ah oui, c'est ça. Nous, on est parti du principe, ok, ça coûtera combien? 30 millions, d'accord, ok. Vous avez les 30 millions. Maintenant, on avance. Donc, le jeu du contrat d'axe que C'est la j'évoquais tout à l'heure, collectivité, là, hein. C'est la collectivité qui la parle, on est bien collectivité, d'accord. ah oui, 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 la collectivité, voilà, on n'a pas fait état de dire oui, mais on n'est pas chez moi, oui, il y a ci, oui, il y a là. Aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on paye le fonctionnement de cette navette. Aujourd'hui, la collectivité est amenée à payer 50%. On a payé 50% des travaux et sans la découverte. Alors, je vous dis aujourd'hui, c'est un peu le sujet qui est un peu compliqué actuellement et c'est là que politiquement, c'est en train un peu de se corser. C'est la participation des collectivités au fonctionnement de la navette. Mais néanmoins, les relations avec la région sont très bonnes. Mais, je le dis, comme pour la réalisation de nos gares, alors pour les haltes ferroviaires, on a fait un peu particulier. On a payé notre contribution et la région SNCF, notamment la SNCF, a fait des travaux. Pour le pôle d'échange multimodal de Périgueux qui vaut 13 millions d'euros, nous avons eu une délégation de maîtrise d'ouvrage de la SNCF et de la région. Nous avons tout fait nous-mêmes. Et là, ça nous a permis, tout à l'heure quand je parlais de tout faire en 6 ans, on n'est pas passé par les bureaux d'études SNCF, on a tout fait nous-mêmes. Et on a même fait l'accessibilité de la gare pour le compte de la SNCF dans nos travaux. Bravo. Donc, et enfin, ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur Oui. Périgueux. On le fait avec pas mal de collectivités aujourd'hui. Et comme je dis, l'idée c'est de montrer, mais les projets ont aussi évolué en marchant. Et je tiens vraiment à le dire, c'est qu'au départ, le pôle d'échange de Périgueux était pas des deux côtés, n'était pas biface. Il est devenu biface. La passerelle n'était pas au départ, elle est venue au cours de projet. Mais par contre, il y a eu des décisions politiques très fermes et très directes de dire, il faut le faire, on va le faire, mais par contre, derrière, il faut que vous soyez au rendez-vous des financements ou autre. Voilà. On a un président qui a une ligne de conduite qui est très forte. Quand il s'engage sur des sujets, il s'y engage. Les techniques derrière se mettent en route parce que quand on a fait tout ça, globalement, ce que j'évoquais, c'était une idée d'il y a 40 ans, mais globalement, ça s'est vraiment mis en œuvre entre 2017 et 2022. C'est entre 2017 et 2022 qu'on a créé des gares, on a construit des gares, deux gares. On a construit la gare de Périgueux, qu'on a tout refait le pôle d'échange multimodal, on a restructuré les bus, on a créé tout le chaînon à peu près en 5 ans. D'accord. Une dernière question et je laisse la parole aux autres en m'excusant d'être un peu long. Vous êtes propriétaire du matériel roulant ou vous le louez? Non, Comment c'est ça se les passe? régions. C'est la région qui est propriétaire du matériel roulant. Et qui vous le reloue alors? Alors, elle ne le loue pas. Alors, en fait, on paye une redevance. En fait, globalement, la région aujourd'hui paye dans ses contrats TER le service à la SNCF. Et bien aujourd'hui, ils ont regardé le coût des trains supplémentaires, combien il coûte. Alors, ce qui est sur train existant, parce qu'on a rajouté des arrêts sur certains horaires, comme je vous ai expliqué, c'est la combinaison des trains longs et des trains courts. Sur les trains qui existaient déjà par la région, ça ne coûte rien. Par contre, tous les trains qu'on a rajoutés, on paye 50%. Donc, en fait, c'est les barèmes SNCF. Un train en exploitation, le chauffeur, le matériel, le coût de temps, et D'accord, bien ok. on divise par deux. D'accord, merci. Je vais rebondir sur la question. Les 50%, c'est du déficit d'exploitation ou du coût du train kilomètre? Ah, il y a des tout. Il y a des deux. Pour l'heure, c'est le coût du service réellement. À combien il le facture? En fait, si la région avait demandé ce service, combien il lui facturerait? Donc, D'accord. on a un coût kilométrique, mais en fait, la formule de calcul est assez vicieuse parce que, pareil, il y a les recettes. Les recettes sont aussi intégrées dans le modèle mais il se base à référence hypothétique, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on sait qu'on a une croissance d'utilisation, même s'il y a un usage qui est renforcé, la quote-part des collectivités ne diminue pas. C'est pour ça que on est un peu en froid sur ce sujet-là. Et si je devais donner un conseil aux structures qui veulent le faire, calez bien les règles du fond. Nous, on les a appris en marchant, hein, les règles. Et je le dis vraiment, ça, on l'a appris 2 ans avant la mise en œuvre de la navette. On nous a dit, oui, mais maintenant, il faut participer au fonctionnement. Donc, c'est pas simple tous les jours. Ouais. Je vous avoue que nous, c'est 1 million d'euros, hein. On nous demande 1 million d'euros, hein, sur un Oui. budget mobilité à peu près qui représente 15 millions d'euros. C'est pour vous donner un peu des ratios. Bon, voilà, c'est compliqué. C'est un sujet qui reste délicat et on ne l'avait pas vu venir de cet ordre-là, mais on en fait un autre allié qui paye décide. Nous, on a beaucoup cet adage-là sur notre territoire. Et donc,
quand on veut demander autre chose, ça nous permet aussi de faire bouger un petit peu les lignes. Mais oui, c'est payer du fonctionnement, c'est toujours aberrant. Mais quand on veut quelque chose, c'est ce qu'ont dit nos élus. Quand on veut quelque chose, eh ben, il faut y mettre l'argent, malheureusement. Bah, ça me paraît pas aberrant, mais que la fréquentation soit comptée et que ce soit le déficit Ouais, d'exploitation. on est d'accord, on est Ouais, d'accord. Et là, c'est mon gros ouais, cheval de bataille au quotidien. Moi, je ouais. me bats pour ça. Je me bats pour ça. Parce que nous, on a le même exemple sur Toulouse, alors c'est pas du tout les mêmes ampleurs, mais sur une petite navette de 7 kilomètres où en fait le calcul est pour l'instant obscur. C'est ça. Ah, mais oui, c'est Et ça. en fait, il donne la même chose, il donne environ 1 million d'euros, mais là pour deux navettes sur 7 kilomètres. Ouais, Mais, mais ouais. mais c'est pareil, les calculs sont obscurs, donc voilà, ça reste secret. Et ma question était plus sur justement cette coordination. Je vois que vraiment vous avez une clarté et une volonté qui est quand même à souligner. Euh, bah, c'est ce qui montre que voilà, ça explique pourquoi en 6 ans vous avez réussi ça. Quelle liaison avec le SCOT, et je demanderai aussi à Antonin sur les autres secteurs, quelle liaison avec les SCOT, voire les PLU, enfin voilà, toutes les instances aussi de la région, j'ai un trou, comment ça s'appelle, le SRADET. Ouais. Voilà. Alors, Je vois votre implication, que ce soit aussi Antonin avec les collectivités, est déjà forte. Donc, est-ce que sur les temporalités, est-ce que vous avez réussi à faire des choses ou pas? Alors nous, moi, très simplement sur le Grand Périgueux, nous, c'est l'axe numéro un de notre politique. En fait, toute notre politique des mobilités est tournée sur cet axe des navettes. C'est-à-dire que quand on a fait notre PLUI, ce que j'évoquais tout à l'heure, facteur 5, on a intégré un gros volet mobilité. Et dans le volet mobilité, euh, euh, on l'a voulu simple. C'est-à-dire qu'avec le vice-président, à l'époque, on s'est dit, on va pas faire notre PDU est simple, nous, sur le Grand Périgueux. C'est globalement une thématique, une fiche action. Mais une fiche action pratico-pratique. Quand on veut parler du covoiturage, on a une fiche action covoiturage. Et par contre, la colonne vertébrale, c'est la navette ferroviaire. C'est-à-dire que tout notre PDU tourne autour de la navette ferroviaire. Tout à l'heure, quand vous aviez parlé, notre personne avait parlé du fret, on pourra en parler. On a aussi une stratégie fret. On a aussi une logistique livraison du dernier kilomètre dans notre réflexion. Mais par contre, tout est parti de l'axe de la navette. Et donc, ça, c'était pour notre PLUI. Donc, toute notre articulation du PLUI s'est faite autour de ça. Et en parallèle, le SCOT, donc, qui nous est géré à l'échelle du pays de Lille, comme il est à l'échelle du pays de Lille, il intègre également la navette ferroviaire comme un des vecteurs de la mobilité sur le territoire. Le SRADET, après, comme c'est à l'échelle de la région, il intègre aussi la mobilité, mais on est à des choses un peu plus dissonantes. Mais nous, en tout cas, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que tous nos abords de gare, je le redis, il faut que ça redevienne des lieux de vie. Si ce n'est pas des lieux de vie, les gens n'y viendront pas et ne l'utiliseront pas, même si c'est un jour pour l'occasionnel ou autre. Donc on est vraiment, nous, on va réviser encore notre PLUI. Notre PLUI, on l'a approuvé en 2019, on va le réviser à partir de l'année prochaine. Moi, je me bats pour ça. Ouais, je vais compléter aussi sur la partie plus haute-vienne, mais euh, depuis très longtemps, on a essayé déjà dans les premiers temps, de sensibiliser l'ensemble des collectivités partenaires au fait d'intégrer systématiquement les questions de mobilité en parallèle des questions d'urbanisme. Ou inversement, quand elles attaquent des sujets d'urbanisme, le voir aussi au prisme de la question des transports et de ces problématiques-là, parce qu'on se rend compte que c'est indissociable et que quand on a installé des baraques ou des activités au milieu de la pampa, et ben derrière, tout le monde est bien coincé pour aller le desservir. Donc ce sujet-là, ça fait un moment qu'il est dans les tuyaux, ce qui fait que dans le PDU de Limoges Métropole, dans le SCOT du territoire de Limoges et des Comcom alentours, le sujet ferroviaire est intégré. Il en fait partie et il est repéré comme élément pertinent pour la desserte autant du centre-ville que de l'approche périphérie et notamment pour résoudre les problématiques de ville-campagne. Sur des territoires comme la Châtaigneraie Limousine ou des Comcom du sud-ouest de la Haute-Vienne, il y a un vrai boulot qui a été fait depuis déjà bien 5-6 ans sur la structuration des schémas directeurs à partir des lignes de train. Et comment est-ce que du coup, à cette échelle-là, on va travailler sur les compléments du vélo, sur la refonte des services complémentaires autour et à partir des gares pour faire le lien. Et donc tout ce boulot-là, il est fait au fur et à mesure de différents schémas, mais comme toutes les collectivités n'avancent pas en même temps, et c'est sans doute, je pense, là, tu me diras, Jeunesse, si vous avez ça, mais je pense que c'est sans doute une des problématiques d'attaquer ces sujets-là dans nos territoires, c'est qu'on a tout de suite beaucoup plus d'acteurs à mettre dans la boucle,
et de décisionnaires à mettre dans la boucle dès le moment où il faut coordonner les choses. Sur un territoire comme la Gironde, l'agglo de Bordeaux, le département et la région, ils ont des territoires qui sont assez jumelés en termes de compétences et de superposition. Chez nous, sur le même bassin, pour arriver un nombre d'habitants et un potentiel voyageur intéressant et pour répondre aux besoins, c'est tout de suite 70 acteurs à mettre autour de la table. Donc c'est éminemment plus compliqué, évidemment, à porter et à coordonner. Mais on voit les sujets avancer et on voit la manière dont ça se complète. Tout à fait. Je partage entièrement. Oui, j'avais coupé mon micro, pardon. J'aurais trois questions à vous poser d'ordre assez différent. Premièrement, alors vous avez parlé de navette. Donc la navette, soit ça peut être une dénomination commerciale parce que passez-moi l'expression, ça sonne bien. Ou alors plus techniquement, c'est quand un même véhicule fait l'aller-retour, enfin, voilà. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le même train qui fait l'aller-retour en Il y a des deux, permanence? oui, oui. Oui, 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 on a des deux. On a du train qui fait l'aller-retour. Ça, c'est la vraie navette. Ça, c'est la vraie navette, c'est nos renforts d'offres. On les appelle comme ça, c'est les renforts d'offres. Et après, on a les trains habituels, TER, qui, eux, on a pu rajouter des arrêts dessus pour venir faire, pour compléter ce cadencement. Tout à fait. D'accord. Et j'avais deux questions. Quel est le matériel roulant? Donc c'est de l'autorail, j'imagine. Oui, oui, c'est des régiolis. Ah d'accord, c'est les rigolis. D'accord. Pas que, on a, bon, ça dépend des jours, mais on a beaucoup de régiolis, ouais. D'accord. Et vu les 4000 voyageurs par jour, le chiffre m'a un peu marqué. Mm. Est-ce que vous savez est-ce que vous avez fait des enquêtes pour savoir leurs habitudes précédentes, c'est-à-dire Non, pas à ce stade-là. la question classique quand il y a une nouvelle offre, Ça va venir. qu'auriez-vous fait s'il On n'y va le avait faire. pas eu cette nouvelle offre? Non, on l'a pas fait, on va le faire, mais comme en fait aujourd'hui on est un peu en froid sur le sujet, c'est pour ça que j'évoquais, c'était un peu tendu politiquement sur le sujet de payer la navette. Et aujourd'hui, voilà, on peine encore à avoir, voilà, on veut travailler sur ce sujet de qui, quoi, comment, pourquoi, mais comme moi je dis, les trains sont pleins, nos parkings aux abords des haltes sont pleins. On vient nous faire de plus en plus d'abonnements intermodaux. Ça, je trouve que c'est le plus. La seule chose aujourd'hui qui marche un peu moins bien, c'est les fameuses lignes de rabattement que je vous évoquais depuis les communes périurbaines vers les haltes de second rang. C'est un peu le modèle suisse. Nous, c'est un peu compliqué parce que globalement, on gagne peu de temps. C'est-à-dire que l'argent, c'est un fait, c'est réel dans la mobilité. Mais aujourd'hui, l'indépendance et le gain de temps quand vous êtes en monde rural, c'est quand même très fort. Et les gens qui habitent dans un rayon proche de la halte, 2, 3, 4 kilomètres, et qui passent devant la halte, eux, ils prennent la navette. Ceux que vous allez chercher beaucoup plus loin, sans forcément faire de détour, c'est beaucoup plus dur parce que vous partez de chez vous. Déjà, vous allez à un arrêt de bus, vous prenez le bus, vous prenez le train, vous réarrivez pour faire un trajet qui fait 15 bornes. Voilà, on a encore un travail à faire là-dessus. On y travaille. Ce qui nous aide aujourd'hui beaucoup, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur Périgueux, nous avons toute la compétence mobilité, mais nous n'avons pas la compétence voirie ni la compétence stationnement. Et aujourd'hui, dans Périgueux, il y a 3 heures de station, les 3 premières heures de stationnement sont gratuites. Et là, je n'en dirai pas plus, mais vous avez compris que notre problème, il est là en fait. Et aujourd'hui, on a tous les ingrédients. Et dans le cadre, à l'arrière de la gare de Périgueux, on a aménagé une zone, il y a 5 hectares, il y a 1600 emplois qui sont en train de sortir. On fait des plans de mobilité. Le nombre de places de stationnement, elle est de zéro. Moi, là, je suis dans un bâtiment qui est une des structures du Grand Périgueux, mais qui regroupe, c'est un pôle mutualisé avec tout un tas de structures. C'est 500 salariés, il y a zéro place de stationnement à Jean. Par contre, il y a des places covoiturage, il y a des places pour un peu le public, mais il y a zéro. Et là, vous voyez, juste avant de venir en réunion, j'étais avec mon président, on lui présentait notre plan de mobilité phase 2. On a 60% des gens qui ont changé de comportement, qui ne viennent plus en voiture individuelle. Donc, et avant, c'était 2%. 2% qui venaient par un mode, et c'était ça, on parle d'il y a moins d'un an et demi. On a déménagé en avril, avril 24. Donc, pour vous donner une tendance, ça donne vraiment, vraiment, quand les gens n'ont pas d'autre choix, que vous êtes, votre pôle de travail est à proximité de la gare, c'est pour ça que je parlais de lieu d'écosystème, ça fonctionne. Ça Hmm. fonctionne. Mais c'est pas simple. Je vous rassure, c'est pas. Quand on va faire les plans de mobilité, voilà, il faut être solide. D'accord. Alors, il y Après, a des questions écrites. ah, pardon. Euh, Connaissez-vous la démarche SpotLab de la SNCF?
destiné à trouver des solutions frugales pour la rénovation et l'exploitation des lignes de desserte fine du territoire. Non, ça me parle pas plus que ça, moi, à mon niveau, mais comme ça me parle pas plus. Et sur les lignes TER existantes, si elles sont saturées, imbriquez-vous les circulations ou bien mettez-vous les navettes en correspondance. Alors, l'enjeu, il est là aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ils ont monté un modèle où on est sur le faisceau, les sillons Périgueux-Bordeaux, on est à saturation, qu'on est plein. On est plein. Les sillons, on ne peut pas en mettre plus, et la signalétique. Parce qu'en fait, on a un problème de signalétique, j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, on a un système de cantonnement qui est très très long et qu'il faudrait moderniser. Et aujourd'hui, effectivement, ben, il faut choisir entre l'un, entre l'autre, entre les deux, entre les trois. Et là, on a un vrai problème. Donc oui, aujourd'hui, on est en train de pousser la région. C'est pour ça qu'on a été inscrit dans le CPER. On est en troisième ou quatrième position pour moderniser l'étoile ferroviaire de Périgueux. Sinon, on en est contraint à ce que vous dites. Il va falloir faire des choix ou même, aujourd'hui, on se pose même des questions pour faire des rapides, de regrouper des trains qui arrivent de Brive et de Limoges, l'étoile de Périgueux faisant la jonction des deux barres du Y, pour ensuite finir avec un seul train. Donc oui, on est dans ces astuces-là aujourd'hui. On aide, bon, on a de bonnes relations avec la SNCF. Je ne vous le cache pas, ça nous aide bien. On travaille beaucoup avec la SNCF pour essayer de trouver quelle est la meilleure combinaison des deux. Mais on est obligé de lâcher sur d'autres sujets. Après, pour compléter ça aussi, il faut voir qu'on est dans une situation sur le bassin Périgord-Limousin qui nous fait jongler entre le TGV en gare de Poitiers et Bordeaux Ouais. et le Paris-Toulouse en gare de Limoges et Brive. Et le gros sujet qu'on a, c'est que toutes nos circulations sont calées sur les correspondances de ces deux grandes lignes. Et pour le caricaturer jusqu'au bout du bout, ça veut dire qu'en gare de Limoges, les TER sont calés sur le RER à Paris, puisque du coup, le POLT est calé sur les sillons disponibles en entrée en gare d'Austerlitz. Donc c'est ça aussi qui est un peu délirant, c'est qu'on pourrait, justement en travaillant sur ce qui sont les express et ce qui sont les sillons qui sont de toute façon dédiés aux grandes lignes, travailler nous en autonomie après sur nos dessertes territoriales finement dans les sillons restants. Et c'est ça tout l'enjeu de faire du coup accroche, notamment en gare de Périgueux. Et je reboucle juste sur la partie matérielle. Il y a un vrai sujet aujourd'hui parce que effectivement, on connaît les problématiques d'investissement et de renouvellement du parc en circulation. Il y a des enjeux aussi sur le rétrofit du matériel actuel. C'est-à-dire que les régiolis aujourd'hui, ils ont la capacité de faire à peu près tout, mais ils sont quand même c'est plutôt intéressant d'avoir des trains qui vont bien et qui sont confortables pour faire des trajets longs alors que du rétrofit sur nos petits suppôts pour faire de la navette, en fait, sont tout à fait pertinents. D'autant que la plupart de ces véhicules-là, ils sont bimode diesel électrique, donc ils seront en capacité de circuler dès maintenant sur du réseau non électrifié et de prendre le relais en suivant au fur et à mesure des améliorations du réseau. Donc ça, c'est un vrai sujet là-dessus. Et sur la question des cantonnements, c'est des choses qui sont à travailler, mais on essaye d'anticiper sur la mise en place des nouvelles haltes, de multiplier en fait le nombre de points de croisement et donc du coup augmenter la capacité du réseau là-dessus. C'est-à-dire que la nouvelle halte, ça va pas juste être une passerelle et deux quais pour pouvoir accéder aux voies, c'est aussi travailler localement, stratégiquement sur l'infrastructure pour multiplier aussi la capacité de cadencement du réseau. Alors, il y a une autre question, pardon, dans le écrite. Pour le personnel, avez-vous une idée des économies individuelles réalisées en ayant laissé les voitures au garage? Et je compléterai en ayant laissé les voitures devant la gare, puisque j'imagine qu'il y a pas mal de ça aussi. Oui, quand on a fait les plans de mobilité, on a, alors je vous donnerai pas forcément des chiffres ce soir, mais on a, parce que je les ai plus en tête, mais je les ai, hein. Oui, on a fait des simulations de coûts, parce qu'en plus, pour ceux qui viennent du plus loin, en fait, on a un barreau autoroutier d'A89 qui peut être une vraie concurrence. Donc en fait, on a fait, gratuit en plus. Donc on a fait tout un travail de comparaison des coûts, et avec à la fois toutes les prises en charge employeurs, hein, pour un actif, parce que nous, notre cible, c'était vraiment les actifs. On a vraiment fait sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du porte-à-porte à la fois en temps et à la fois en coût. Et le train, effectivement, était sans appel beaucoup plus intéressant et ça a été un de nos leviers très forts. Et aujourd'hui, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont les utilisateurs du train, mais qui nous apportent un autre argument, et je vous le mets à la réflexion, qui est aussi le fait de pouvoir faire une coupure, se détendre même pendant 5 à 6 minutes ou 10 minutes le temps du trajet. Et ça, aujourd'hui, vous voyez, avec plus de 2 ans de recul sur le fonctionnement de la navette et de nos plans de mobilité, c'est beaucoup ce qui remonte, c'est le fait
de pouvoir avoir ce temps de coupure à la fin de la journée et éventuellement ce temps de sociabilisation avec d'autres usagers, etc. Et ça, on l'avait, on le sentait, mais là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Puis on le D'accord. voit sur certains sites ferroviaires, si on les embranche avec de la nouvelle halte, il y a des temps de trajet qui sont gagnés sur les premières, secondes couronnes qui sont aujourd'hui soit en réseau urbain, soit en voiture de l'ordre de la demi-heure, 40 minutes. Du jour au lendemain, ils se retrouvent à 5, 6 minutes de l'endroit où ils vont directement. C'est-à-dire que pour des populations, on va gagner 1 heure et demie de temps par jour en moyenne au quotidien. Donc c'est juste énorme et je pense qu'en termes d'économie, ça a aussi un impact au-delà même de l'économie pécuniaire du coût de la voiture. Il y a D'accord. toute la vie autour, hein. Les crèches, nous on a beaucoup de jeunes parents, les temps de garde. Nous, pour faire simple, pour venir sur Périgueux en temps normal, pour les communes autour de 15 km, il faut une petite vingtaine de minutes. Les jours où ça bouchonne, c'est plus d'1 heure pour vous donner, et matin et soir. Donc ça peut paraître anodin, mais quand vous faites ça, et je ne parle pas de la complexité de parking, quand vous arrivez, et le coût du parking, si vous devez vous garer, parce que vous n'y êtes pas forcément. Parce que les gens souvent font pas forcément du porte-à-porte. C'est oui, oui, j'ai garé ma voiture, mais des fois ils font 5 6 minutes à pied, le temps de finir d'arriver. Très bien. Alors, Charles, qui ne s'est pas encore exprimé, a également une question. Florent et ensuite Denis. J'avais une petite question. Est-ce que justement dans la négociation du coût d'exploitation avec la région, le fait qu'elle avait déjà engagé une pré-négociation avec la SNCF dans le cadre d'Optimiter vous a été favorable et a permis justement de maîtriser la dépense, ce qui n'est pas toujours facile dans une convention TR en cours de route. Et puis l'autre, c'était une remarque par rapport à il y a eu une question sur Spotlab. Pour moi, c'est de SNCF Réseau. Effectivement, c'est une démarche plutôt pour les petites lignes en fin de vie où on ne sait plus très bien comment prendre le projet. Or là, il me semble qu'on a la chance d'avoir encore une infra qui tenait, qui avait été régénérée dans le cadre des différents CPER et où il y a juste eu, entre guillemets, à organiser quelques origines terminus qui n'existaient pas pour permettre ces retournements. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. L'infra, on est quand même classé sur des lignes 6, 7, voire plus, hein. On a le tronçon, effectivement, Périgueux-Bordeaux, il faut en être clair, qui est bon, qui est plutôt bon. Par contre, après, tout ce qui a mené, parce qu'il a fallu quand même faire un demi-tour, il a fallu créer une zone de retournement quand même pour notre navette. Donc, il a fallu créer un peu d'infra quand même. Tout à l'heure, je disais pas trop, mais on a fait un peu avec une modernisation, un petit peu de modification de signal. Non, non, on est quand même sur un axe. On a des trains aussi d'Agen qui viennent et qui font, et on a des navettes qui peuvent aussi partir d'Agen le matin, parce qu'après, c'est des trains qui sont réutilisés. Donc, non, non, ça n'a pas été si simple que ça. Oui, la démarche Optimitaire a aidé. Mais, alors je vais vous donner, c'est pas forcément des recettes, mais il faut être tenace dans les négociations. C'est-à-dire que nous, on s'est fait, moi je me suis fait une feuille cible de se dire il faut des horaires là et là et là. Et chaque année, en fait, on discute avec la région des horaires à ajuster. Et bien, il y a des choses, c'est pour ça que obtenir tous les horaires d'un coup, c'est impossible et personne ne peut y arriver. Par contre, on a réussi à obtenir 5 ou 6 horaires, mais lorsque vous en obtenez un par an pendant 6 ans, ben, vous vous rendez compte qu'à la fin, ça a un petit peu de la gueule. Donc, c'est pour ça qu'on a fonctionné sur un modèle d'écosystème. Moi, dès 2018, lors des premières réunions, je commençais à demander un certain nombre d'horaires. Et puis l'année d'après, un autre. Et puis l'année d'après, encore un autre. Ça ne s'est pas fait d'un coup, hein, c'est impossible. D'un coup, parce qu'il y a trop de mécanismes divers et variés. Le coût du retournement, c'était 7 millions d'euros. Je vois en question écrite, ça nous a coûté 7 millions d'euros la prise en charge à 50-50, hein. 50% agglo, 50% région. Il a fallu créer un bout de voie et créer un retournement plus. Ce qui coûte cher, en fait, c'est tout le paramétrage informatique de la. Parce qu'on était sur des anciens systèmes où il y avait très peu de personnes en France qui savaient le faire côté SNCF. Ça a été le plus compliqué à faire. Mais que d'un côté. Parce que de l'autre côté, on avait déjà un retournement qui était possible. Bien. Florent, Oui, c'est Benoît, excusez-moi. Ouais. Benoît, pardon. J'ai un nom trop peur, mais. Ouais. Ouais, ben, la transition est jolie parce que. Alors, je connaissais pas Optimiter, mais Nouvelle-Aquitaine parle depuis longtemps de cadencer toute la région. Hum. Est-ce que ça va se traduire concrètement? Est-ce que ça correspond à ce que vous proposez? Voilà. C'est, en fait, voilà, un pur avis de technicien. Moi, la démarche Optimitaire, elle est intéressante parce qu'elle a, à l'échelle d'une. Là, il faut se positionner vraiment à l'échelle de la région.
Elle a vraiment une démarche intéressante pour avoir des trains courts, des trains plus directs, etc. Le problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est les limites de l'infra. Moi, aujourd'hui, il a fallu contrecarrer sur certains trains. Moi, aujourd'hui, il me manque un horaire le matin, un horaire le soir sur ma navette, pour être parfait, je le dis. Mais je sais que je ne pourrai pas les avoir parce que c'est des trains qui sont ciblés comme des direct air, qu'ils appellent, qui viennent soit de Limoges, soit de Brive, et sur lequel il faudrait impérativement un arrêt. Mais c'est plus une contrainte. La logique pour moi à l'échelle régionale est bonne d'Optinter parce que ça permet de rebâtir un ensemble de concepts. Mais par contre, il faut intégrer plus les problématiques comme nous de navettes. Parce que dans le cadre de la grande démarche de la grande moulinette, de la grande famille de la moulinette qui est passée les horaires, il est très très difficile après de venir intégrer des petits grains pour venir ajouter de l'horaire à tel et tel endroit. Donc, dans le grand concept, dans l'architecture, moi, pour avoir déjà travaillé à ce niveau-là en Ile-de-France, c'est bien, c'est une bonne démarche qui permet souvent de rabattre des cartes, mais par contre, attention derrière, le modèle est très très robuste et derrière, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une fois que les horaires sont posés, quoi, pour ceux qui ont déjà vécu des refontes horaires, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'après, c'est très très difficile de venir remodifier les choses. Donc souvent, il ne faut pas se rater au premier coup. C'est-à-dire que quand vous demandez un horaire, il faut être sûr du coup et ne pas se rater. Et même si nous, on les voit tous les ans, c'est très très difficile après de refaire bouger les choses. Et on a aussi une contrainte, c'est que nous, on s'intègre en plein dans le RER métropolitain au niveau de Bordeaux. Une grande partie de nos trains, au-delà de la navette, sont origine-destination Bordeaux. Et on sait que le nombre de sillons sont complets. La région bordelaise aussi polarise beaucoup avec son périurbain. Donc il faut que... Vous voyez, c'est vraiment un jeu à Mutica parce que les territoires à côté des nôtres, au-delà de notre navette, une fois que vous avez passé Mussidan à l'ouest, eux aussi demandent beaucoup de trains pour aller sur Bordeaux. Et sauf que quand ils s'arrêtent sur le Grand Périgueux, ils ne peuvent pas s'arrêter forcément partout. Donc nous, vraiment, aujourd'hui, on joue les équilibristes. Il y a certains Ouais. trains, il faut concéder. Dans ma question, il y avait la question justement, la région parlait d'un grand cadencement généralisé, donc il y a un CPER qui vient d'être Ouais, signé. ouais. Est-ce qu'elle prévoit par rapport à cet objectif des investissements capacitaires, Oui. Alors oui, du nous, oui. PAPR Alors, numérique, des choses comme ça, hein? nous, sur Périgueux, on est en quatrième ou cinquième position sur de la modernisation d'infrastructures sur l'étoile de Périgueux. Parce que l'étoile de Périgueux, on a un gros sujet. Aujourd'hui, notre système de cantonnement est tout à refaire. Et on aurait un système de cantonnement amélioré. On pourrait pratiquement doubler. À minima, à minima, on pourrait vraiment avoir notre navette sans pénaliser, entre guillemets, si on peut dire ça, ou sans s'impacter sur les trains plus longs. Ça serait le gros avantage qu'on aurait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça l'est. Mais bon, aujourd'hui, on est tous pareils dans les collectivités, avec les plans gouvernementaux d'économie ou autres. J'étais content il y a quelques mois d'être arrivé à le faire monter en tête de liste. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que, on ne voit pas grand-chose venir. Et le temps ferroviaire est un temps long, l'infra est un temps très long, même si nous avons indiqué qu'on était prêt à payer pour toucher à l'infra sur l'étoile de Périgueux. Sachant que le sujet est encore plus compliqué, plus on va vers l'est, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on a des lignes en creuse où rien n'est fléché dessus et qui sont menacées de fermeture, typiquement le Guérin, alors que en parallèle, mais des sommes astronomiques alors qui sont légitimes, hein, sur un lycée des métiers. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un peu étonnantes du côté de la région. On a le Limoges-Angoulême qui est toujours fermé. On a le Limoges-Brive par Saint-Thierry qui est toujours fermé sur une partie de Saint-Thierry à- à Obja. Donc c'est des vrais sujets qui, au-delà du renforcement de l'infrastructure, sont aussi des sujets de réouverture de lignes et pas sur des petits tronçons. Donc c'est vraiment... euh, il y a des discussions qui sont plus ou moins faciles et par contre, on voit qu'effectivement, sur le RER à Bordeaux, il y a pas mal de sous. Maintenant, il y aura un un VMA région. On verra ce que ça donne. Mais bon, ça aussi, c'est nouveau. Vous voyez, ça rentre dans l'équation depuis récemment. On ne sait pas comment ça va être perçu, comment d'ailleurs ça va être redistribué. Aujourd'hui, c'était ce qui était décrié dans la démarche des régions, dans le cas d'Optimter, moi, pour les avoir fait les réunions. C'était oui, on entend, mais pour faire, il nous faut de l'argent. Aujourd'hui, voilà, mais ça date de la semaine dernière. Donc, nous, on est très attentifs à ça et on sait que la nouvelle étape de notre navette, nous, voilà, aujourd'hui, on est dans la contrainte d'infra. Ça, on en est conscient et je pense qu'on peut faire encore quelque chose de très, très bien, mais il y a quelques millions à mettre qui pour moi, pour avoir discuté, voilà, et un peu technique sur le sujet, je crois pas, on n'est pas dans le même ordre de ce qu'on a investi sur la navette ferroviaire. C'est de l'investissement important, certes,
mais qui reste louable au regard des enjeux que ça pourra faire demain. Et surtout, et là je reboucle avec l'aménagement du territoire, si demain on peut arriver à faire des trains beaucoup plus directs vers Bordeaux, aujourd'hui, il y a des, comme j'évoquais tout à l'heure, la notion du temps pour notre navette ferroviaire, un quart d'heure, vous gagnez 10 minutes, c'est intéressant. Demain, on arrive à passer en dessous d'une heure entre le Périgueux-Bordeaux. Périgueux, dans 10 ans, c'est plus le même Périgueux. L'agglomération du Grand Périgueux n'aura plus la même tête parce qu'on sera le périurbain vraiment de Bordeaux. Aujourd'hui, on est à 1h15, 1h20. C'est comme le 1,99 € dans les magasins ou le 0,99. Ça n'a pas la même symbolique que 1. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ça. Et nous, ça va déclencher, au-delà de la mobilité du quotidien, dont ça mettra 10 ans, hein. Aujourd'hui, ça va faire depuis 2022, mais ça mettra 10 ans à vraiment bien s'intégrer. On pourra aller un cran plus loin, j'en suis persuadé. Et là, on aura des vraies retombées sur le territoire. Et là, on pourra faire des mesures économiques, voir les retombées vraiment sur le territoire en périurbain. Mais il faut travailler sur ce sujet-là. Donc, je pense que oui, l'enjeu en vaut la chandelle. On y arrivera parce qu'on ne lâchera pas. Ça fera partie de notre prochaine mandature, à coup sûr. Ça fait partie de notre projet de territoire Grand Périgueux 2040. Mais voilà, il faut passer par là et j'espère que les remaniements actuels, divers et variés des budgets, je parle des collectivités, ne vont pas venir entacher ça parce que c'est vraiment on est vraiment en train de repositionner les gares au cœur du village et je pense que c'est là la clé du succès. Alors, sur le versement mobilité, pour les gens qui ne savent pas, c'est 0,15% des Mhm. entreprises de 11 salariés et plus sur l'ensemble du territoire, mais ça doit être voté par les régions, Ouais, qu'elles peuvent aussi le réduire. Et bon, je pense que les régions, vu les coupes actuelles, vont évidemment le voter. Donc le truc, c'est ça va s'ajouter sur les périmètres urbains au VM déjà actuels. ouais, Et donc il y a la grande peur que les VM urbains ne soient pas augmentés. Il y a une conférence de financement des Serm qui sera donc en mai ou en juin. Mais pareil, alors qu'elle devait initialement être spécifique au Serm, pour l'instant on s'oriente sur un truc global sur les mobilités, ce qui peut avoir ses avantages et ses défauts. Si c'est vraiment pour prendre le système ferroviaire dans sa globalité, ça peut être un avantage. c'est ça. Si c'est pour tout noyer, voilà, bon, on connaît. Mais donc, En tout cas, une nouvelle équation. Voilà, il y a un nouveau dénominateur qui vient de rentrer là et il faut voir comment il va être appréhendé. Personnellement, voilà, moi je ne cache pas mes idées. Il y a peut-être un coup à faire. On savait que le ferroviaire était à mal. J'ai bon espoir. Depuis la semaine dernière, je me dis peut-être que ça fera peut-être pas tout. De toute façon, l'argent, il faut le trouver à quelque part et je ne prends pas parti sur pour ou contre. Mais il y a peut-être, j'ai bon espoir que ça apporte une clé de lecture parce que pour l'instant, c'était compliqué d'y voir clair. Et et voilà, et Antonin disait tout à l'heure, il y a de l'argent en plus à des endroits qu'à d'autres. J'ai bon espoir quand même que s'il y a une petite révolution qui devrait se faire sur ces petites lignes, j'aimerais bien qu'elle vienne de là parce que je ne sais pas après où on va trouver le levier. Et pour moi, c'était un des leviers qui manquait. Il peut y en avoir d'autres. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui est engagé est engagé. Là, j'espère que ça va être du bonus et que ce bonus va être utilisé à bon escient. Mais bon, on verra ce que le futur nous en dira. Mais à suivre, vraiment à suivre. Et je pense qu'on peut faire des choses. Sachant que là-dessus, il y a toujours un vrai sujet sur la hiérarchie des modes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est intéressant de regarder aussi le déploiement d'argent qui est mis pour faire des contournements routiers, l'argent qui est mis par les départements pour faire des ronds-points, des créneaux de dépassement, etc. Et pour le coup, chaque fois qu'on discute avec les départements, globalement, ils nous disent c'est plus notre compétence, on va pas parler du train. C'est Et donc, ça. d'où l'intérêt aussi de remettre tout le monde autour de la table et de bien discuter sur, OK, à quel endroit est justifié quel mode de transport. Et pour le coup, l'infrastructure ferroviaire lourde, quand elle est en place, ben, il n'y a pas de raison, on ne pourra pas la bouger. Donc, autant s'en servir et la pousser au maximum et rabattre les investissements ailleurs quand c'est possible. Et je pense que c'est pareil sur l'exploitation et sur la mise en œuvre. Je pense c'est peut-être une des particularités qu'on a, c'est qu'on, contrairement à des gros projets en métropole où là, on va mettre le paquet tout de suite parce qu'on est dans des systèmes compliqués. Nous, on a peut-être cette souplesse-là de monter en charge progressivement en intervenant ben, à un endroit, en faisant une halte, ça nous crée un nouveau créneau de dépassement, donc on ouvre des sillons, on ouvre une capacité. Enfin, du coup, c'est un vrai sujet de petits sauts par opportunité, mais qui peuvent avoir des vraies transformations très concrètes pour la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un train le matin, un train le midi, un train le soir, et qu'on passe demain à un train toutes les heures, c'est déjà plus la même chose. Donc il y a un vrai sujet d'y aller de cette manière-là, et qui est peut-être aussi plus accessible en termes de financement et de portage de projet.
Bien. Ben, merci. Là, l'heure est arrivée. Le clap de fin va retentir. J'avais une Donc, petite question. merci donc tout particulièrement aux deux intervenants, donc messieurs Bouillaguet et monsieur et Boyer, donc pour votre intervention, Merci à vous. qui m'a pour ma part extrêmement, pour les raisons un peu personnelles que j'ai un moment évoquées, qui m'a très très intéressé. Merci à toutes et tous également pour votre présence, d'avoir assisté à ce séminaire. Donc le prochain aura lieu donc le 10 mars, qui sera aussi un lundi, puisque le mois de février compte 28 jours multiples de 7, et sera consacré, donc là nous voyagerons, donc c'est mon humble personne qui interviendra, qui interviendrait, et ce sera sur Brême, donc la première ville, Lille, c'était une grande ville, aujourd'hui c'est une ville moyenne, et Brême est en Allemagne une ville grande moyenne. C'est un petit peu entre les deux, comparable à Strasbourg, avec un RER assez récent par rapport à beaucoup de RER allemands qui ont été faits dans les 30 glorieuses, voire avant la guerre. Et une démarche, justement, la démarche des autorités à partir des années 2000 a été progressive, donc d'amélioration de l'offre, de réouverture de lignes, etc. Donc voilà, donc rendez-vous le 10 mars à la même heure, à 18h. Donc c'est toujours le 10 du mois à 18h. Donc merci encore et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Si, au Au revoir. revoir. Au revoir.